Bonjour à tous, merci d'être là. Aujourd'hui, on va parler de réseau de neurones, de réseau de convolution, de Van Gogh, mais aussi de lapin. Concrètement, notre sujet aujourd'hui, ça va consister en prendre une peinture de Van Gogh, mais surtout, en fin de compte, prendre son cerveau. Humblement extraire ses qualités artistiques dans l'objectif après de les réutiliser pour peindre une œuvre totalement inédite. Et je vais laisser Laurent commencer par quelques rappels sur les réseaux de neurones. Donc pour essayer de comprendre comment fonctionne le transfert de style, on va d'abord devoir comprendre comment fonctionnent les réseaux de convolution. Et bien sûr, pour cela, on va devoir aussi faire un petit rappel sur les réseaux de neurones. Donc ceux qui étaient là l'année dernière connaissent, mais on va refaire ça assez vite. Aujourd'hui, on va considérer les réseaux de neurones comme une boîte noire. Une boîte noire, finalement, qui a des entrées et des sorties. Et le réseau de neurones, en fait, il faut le voir comme une espèce de super fonction qui va faire un petit peu ce qu'on veut, qui peut conduire une voiture, jouer aux échecs, composer de la musique ou tricher à coding game. Et finalement, ce qui va donner sa fonction, sa véritable fonction au réseau de neurones, ce sont ces paramètres qu'on appelait W comme weight, c'est-à-dire les poids du réseau. Alors, un petit exemple, c'est une puce, la petite puce jaune qui est derrière le casque, là. C'est un crash sensor. Et c'est une puce qui va permettre de détecter une chute et éventuellement d'envoyer une alerte aux proches via le téléphone ou d'ouvrir un airbag. Il se trouve qu'il y a des casques avec airbag, mais là, il n'y en a pas. Donc ça marche comme ça. Et bien, dans l'entrée du réseau de neurones, il y a la vitesse, l'accélération et l'orientation qui est détectée par le casque. Et en sortie, on a une valeur entre 0 et 1. Si la valeur est proche de 0, on est rassuré, il n'y a pas de souci. Si la valeur est haute, c'est-à-dire supérieure à 0,8, 0,9, eh bien, c'est qu'il y a un fort risque de chute et donc le système se déclenche. Et globalement, si la valeur est entre les deux, c'est-à-dire autour de 0,5, c'est que le réseau ne sait pas trop. Donc, on en revient à cette question-là. C'est mon réseau, c'est une sorte de fonction complètement malléable, un peu comme le cerveau humain. Et on va déterminer ce qu'on veut en faire. Et finalement, ce qu'on veut en faire, ça va passer par une phase d'apprentissage. Alors, un moyen de faire apprendre quelque chose au réseau de neurones, c'est l'apprentissage supervisé. C'est un processus qui est plutôt simple, c'est-à-dire qu'on va choisir un échantillon de départ avec des entrées que l'on connaît et des sorties que l'on connaît aussi. Si par exemple, je veux que le réseau, on va essayer de faire un réseau un peu idiot, on lui passe des images de lapin, ça retourne 1, on lui passe autre chose, ça retourne 0. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais prendre des centaines, des milliers d'images, et à chaque fois que c'est un lapin, je vais m'attendre à ce que le réseau retourne 1, et si c'est autre chose, je vais vouloir que ça retourne 0. Et je vais initialiser le réseau à une valeur avec des paramètres aléatoires. Et je vais rentrer mes échantillons pour une première fois. Et bien sûr, comme il est aléatoire, ça va faire n'importe quoi. Et donc, globalement, entre les sorties que je vais obtenir et les sorties que j'attends, c'est-à-dire mes 1 et mes 0, je vais avoir une assez grosse différence. Cette différence, je la mesure avec une fonction d'erreur. Ici, pour la première itération, la fonction d'erreur donne 78% d'erreur. Et donc, je vais itérer sur les poids du réseau pour réduire cette erreur. Donc, c'est des itérations qui se sont faites des milliers, des millions, des milliards de fois, jusqu'à ce que le réseau soit paramétré correctement, c'est-à-dire que l'erreur de sortie a une valeur très très faible. Alors,
on va pas détailler aujourd'hui comment marche cet apprentissage-là, cet ajustement des poids du réseau. Mais pour vous donner une petite idée, c'est qu'on va calculer en fait la dérivée de la fonction d'erreur par rapport à chacun des poids du réseau. Donc toutes ces dérivées, ça s'appelle, c'est un gradient. Et on va en fait regarder pour chacun des poids, si je l'augmente, l'erreur augmente, alors je vais baisser un peu ce poids. Et si pour ce neurone-là, si je baisse le poids, ça réduit l'erreur, eh ben je vais le baisser. Et on va faire des plus epsilon, moins epsilon sur tous les réseaux, sur tous les neurones, des millions ou des milliards de fois. Voilà, ça c'était la partie un peu ennuyeuse. Mais on a d'autres soucis. Juste une illustration. Là, j'ai mon casque sur la tête. Donc j'ai une vitesse, une accélération, une orientation. Et la puce me trouve une sortie de 0,92. Là, c'est qu'a priori, j'ai pris une grosse gamelle. Image et réseau de neurones. Donc, une nouvelle question se pose, c'est les réseaux de neurones, ils ont des entrées qui sont en général des nombres flottants. Qu'est-ce qui se passe quand j'ai une image que je veux analyser? Eh bien, le souci avec les images, c'est que, donc là j'ai pris une image de qualité très modeste, 800 par 800 en 256 couleurs, une sorte de vieux GIF. Ouais. Eh bien, 800 pixels par 800, ça va faire 640 000 pixels. Et globalement, 640 000 entrées dans le réseau de neurones, c'est un peu beaucoup. On peut aussi voir ça différemment en étudiant un peu la complexité de cette image-là. C'est-à-dire que le premier pixel, il a 256 valeurs possibles. Le deuxième, il a 256 valeurs, etc. Ce qui fait une combinatoire de 256 exposant 640 000. À titre de comparaison, je vous rappelle qu'il n'y a que 10 exposant 80 atomes dans l'univers visible. Donc, c'est pour illustrer que le réseau de neurones, ça ne va pas être efficace du tout si on lui passe une image comme ça de manière brute. Donc, ce qu'on va chercher à faire, c'est à faire un pré-processing, et en quelque sorte à préparer l'image pour qu'elle puisse rentrer dans le réseau de neurones. Et cet algorithme-là, que je vais décrire, s'appelle l'extraction des caractéristiques. Mon lapin préféré. Donc, qu'est-ce qui fait que le cerveau humain reconnaît cette image comme un lapin? Eh bien, en fait, ce sont ces caractéristiques. Ces caractéristiques qui sont des oreilles allongées, des yeux, une boule de fourrure, de poils et des pattes. Et en fait, ce qu'on va rechercher à faire du côté de l'algorithme, c'est à transformer un tas de pixels où chaque pixel est indépendant finalement. On va essayer de leur donner plus de sens, de les enrichir et d'essayer d'étudier localement ce qui se passe pour avoir une image beaucoup plus riche. Et par exemple, si on arrivait à faire quelque chose comme ça, c'est-à-dire à reconnaître de l'oreille, de la tête, de l'œil, de la fourrure et de la patte, on aurait une image dans un format beaucoup plus facilement exploitable par le réseau de neurones. D'ailleurs, le réseau de neurones n'aurait pas besoin d'avoir toutes ces informations. On pourrait les réduire. Alors, ce qu'on a effectué là, ce n'est pas un changement de résolution, c'est un pooling. C'est-à-dire qu'on va réduire la résolution, mais pas comme d'habitude. On va conserver quand même les informations les plus pertinentes. Et on peut tout à fait imaginer de refaire un pooling là-dessus pour terminer avec une image de 8 par 8. Si je résume ça, on va faire un pré-processing sur notre lapin qui va nous faire passer de 640 000 entrées virtuelles à 64 entrées dans le réseau de neurones. Et là, a priori, le réseau, il sait parfaitement gérer ça. Donc, l'idée, c'est comment ça marche en fait. Comment est-ce qu'on va réussir à donner du sens à ces gros tas de pixels? Eh bien, on va passer par des réseaux de convolution. Donc, à gauche, j'ai un extrait de l'image, c'est un bout d'oreille, et on cherche à le traduire dans une information très très concentrée, qui est celle de droite.
qui est de l'oreille. Le O, c'est pour oreille. Hein. Ça peut paraître bizarre, mais voilà. Alors, mathématiquement, ça se passe comme ça. On va partir des pixels bruts et on va faire des opérations successives. Donc, on va commencer par analyser cette image en détectant des formes très très primaires comme des bords. Là, ici, j'ai noté bord à gauche, bord à droite. Il y a des bords en haut. Et le U, c'est de la couleur unie. On va être capable de détecter des bruns, des blancs, etc. Cette image-là, on va la réduire, à la fois pour des raisons d'optimisation mémoire, mais aussi parce que ça va nous permettre de ne garder que les informations les plus pertinentes. Et finalement, on a la même chose qu'à gauche, mais en 4 fois moins de pixels. Et puis, on va itérer nos analyses. Par exemple, sur cette analyse-là, je vais commencer à analyser des formes et des motifs plus complexes. C'est-à-dire que je suis capable de détecter des contours, des intérieurs, des aplats. Le C, c'est pour contour, le I pour intérieur. Et vous voyez que si on refait une analyse là-dessus, on va facilement pouvoir détecter une forme d'oreille. Que je vais à son tour transformer avec un pooling. Et je vais obtenir l'information que je cherchais à obtenir. Alors, c'est un schéma qui est vraiment schématique. Hein. Dans la vraie vie, c'est un peu plus compliqué que ça. Mais ce qui se passe et ce qu'il faut comprendre, c'est que dans les premières analyses, on va extraire des informations qui sont très basiques, primaires. Et plus on va monter dans les étapes d'analyse, on va obtenir des motifs qui sont plus complexes, plus riches et beaucoup plus abstraits. Et qui vont être directement exploitables par le réseau de neurones. Donc cette analyse qu'on vient de voir, on va la détailler ici avec une opération simple qui donne son nom au réseau de convolution, c'est le produit de convolution. Le produit de convolution, finalement, c'est quelque chose de très très simple. C'est-à-dire qu'on va promener une petite matrice, qu'en général 3-3, qui s'appelle un kernel. Et on va faire... bonjour Yann. Et on va faire un produit scalaire sur tout qu'on va promener sur toute l'image. Donc on va commencer par le pixel du haut. Et on va faire cette multiplication tout le long. Et ce qu'on obtient à la fin, c'est une image de la même taille que l'image de source. Alors, je ne sais pas si ça se voit très bien là, mais le kernel qui est utilisé là, c'est un kernel qui détecte les bords à droite. C'est-à-dire que ça va mettre en avant tous les pixels qui sont sur les bords droits de l'image. Alors, voici un petit schéma qui permet d'illustrer simplement ce qu'il se passe. Vous voyez que sur l'image du haut, on va passer du noir vers le blanc. Et en fait, ce sont les pixels qui sont dans la matrice du haut. Et on peut voir que cette matrice a à peu près la même forme que le kernel qu'on est en train d'utiliser. Et le produit scalaire va être maximisé. C'est-à-dire que ce produit scalaire il est maximisé quand on passe du noir au blanc. Et à l'inverse, quand on a un dégradé du blanc vers le noir, eh bien, le produit scalaire il va être minimal. Et finalement, ça nous donne un résultat comme ça. Voilà, sur ce lapin, les bords droits s'affichent en blanc et les bords gauches s'affichent en noir. Alors, un petit détail sur l'œil. Vous voyez, ça, c'est un kernel avec un bord à droite et un kernel qui détecte les bords gauches. Pour la même source, en fait, on a des résultats qui sont très différents. Alors, bien sûr, il y a une infinité de kernels possibles. Voilà, celui-là qui détecte par exemple des fronts verticaux. On a ce kernel-là qui, lui, va accentuer le côté petit détail et donc il va permettre de détecter ou mettre en avant des textures comme la fourrure. J'ai perdu la flèche. Et on peut aussi jouer sur les couleurs, etc. Donc, ça va nous permettre de construire notre réseau de convolution. Et finalement, ce réseau, il utilise des centaines ou des milliers de kernels qu'il va appeler de manière itérative dans des couches successives. Et ces couches successives vont détecter des informations qui sont d'abord très très basiques, hein, jusqu'à des motifs très très abstraits
que même le cerveau humain va avoir du mal à reconnaître. C'est ce qu'on verra plus tard. Donc sur ce réseau de convolution, ben, j'ai une première couche de convolution qui s'appelle C1. Et donc ce que j'obtiens, ce sont des cartes de convolution qui sont des images, hein, qui sont de la même taille que l'image source. Et puis je vais entamer une deuxième étape de convolution, sur laquelle là je vais ajouter une étape de pooling. Parce que si on considère ce qu'on est en train de faire, l'image source, elle va être multipliée par 3 dans la première étape, et puis chaque image va être multipliée par 3, ce qui fait qu'à la deuxième étape, on a déjà 9 fois l'image source en RAM. Donc il faut absolument gérer ça. Et donc on ajoute un pooling qui va réduire la résolution tout en conservant les informations importantes. Et puis on va enchaîner avec une convolution 3, 4, etc. jusqu'à obtenir nos caractéristiques finales, qui sont celles qui sont exploitables directement par le réseau de neurones. Alors j'ai mis ça sur un petit schéma, juste pour bien voir le truc, hein. Mais ça se passe vraiment comme ça. C'est-à-dire que chaque pixel de ces caractéristiques rentre dans le réseau de neurones. Alors, en général, quand on étudie, quand on découvre les réseaux de convolution, il y a une question qu'on se pose toujours. C'est comment choisit-on les kernels? Comment choisir les bons kernels? Est-ce que c'est une question là que vous vous posez? Ouais, génial. Eh bien, c'est là toute la magie des réseaux de convolution. C'est que, en fait, les poids des kernels sont les poids du réseau. C'est pour ça qu'un réseau de convolution, c'est une structure qui est vraiment différente des réseaux de neurones. Puisque les poids ne sont pas rattachés aux neurones, mais les poids sont les valeurs qui sont dans les kernels. Voilà, et donc on effectue le même apprentissage que d'habitude, mais c'est une structure qui est un peu différente. Et maintenant, on va commencer à faire des choses plutôt marrantes. C'est-à-dire que là, on prend un réseau qui est capable de détecter un lapin. Mais ce qui peut être drôle, c'est d'essayer de générer notre propre image de lapin, jusqu'à ce que le réseau la reconnaisse. Et je vais laisser Paul nous montrer tout ça. Merci Laurent. Du coup, en effet, ce qu'on va faire, c'est qu'on va générer petit à petit notre propre image de lapin. On va prendre un réseau qui est déjà entraîné. On va prendre une image qui au début est totalement aléatoire, hein, du bruit blanc. Et on va itérer petit à petit en changeant chacun des pixels de l'image, de telle sorte à ce que le réseau nous dise à chaque fois, ou du moins progressivement, c'est un lapin que je vois. De telle sorte que nous récupérions progressivement la réelle vision de ce qui constitue, selon le réseau de neurones, un lapin, du moins selon le réseau de convolution. On a commencé, avant le lapin, avec un coq et une tarentule, et le VGG16. Alors le VGG16, c'est un gros réseau de neurones qui a été établi en 2014 lors d'un challenge qui s'appelle ImageNet, qui consiste à classifier des images, une très très grande quantité d'images, en 1000 classes différentes. Une classe d'objets, par exemple, ça pourrait être, je sais pas, une valise, une tarentule et un coq, un lapin, un ordinateur, tout ce que vous voulez, bref, 1000 classes d'objets de la vie courante. Donc c'est un réseau qui est supposé être plutôt assez performant. Voilà ce qu'on a obtenu. On a vraiment ici la vision pure du réseau de neurones, et il faut savoir que si je repasse ces deux images dans le VGG, il me dit, je suis certain que c'est un coq et une tarentule. Alors je sais pas vous, c'est un petit peu délicat à voir. Est-ce que vous arrivez à voir le coq et la tarentule? Oui, oui, oui. Alors, il faudrait que j'ai un truc là? Non? Bon, c'est pas grave. Je suis un peu petit. Regardez la tarentule, on voit l'araignée qui a ses longues pattes sur le côté avec l'abdomen. Ici également. Et l'abdomen ici, à nouveau. Qui a rigolé? Et pour le coq, c'est peut-être un petit peu plus délicat, mais il y a une tendance avec une sorte de plumage qui se fait sur la totalité de l'image, avec à droite plus des formes de tête de coq, ici, et sur le côté plus la queue. Et petite anecdote, ou du moins petite chose amusante que j'ai remarqué, c'est que si vous regardez bien au fond à gauche,
il y a une sorte de barrière qui se dessine. Est-ce que vous la voyez? C'est dire que dans toutes les images qu'on a passées au réseau, il a compris petit à petit qu'à chaque fois qu'il y avait un coq, il y avait très souvent une barrière. Et donc, la caractéristique barrière fait partie de la caractéristique du coq. Vas-y, vas-y. Et maintenant, avec notre petit lapin, vas-y. Est-ce que vous le voyez? Il est un petit peu sous LSD, mais il est là. Bon, alors c'est bien gentil tout ça, mais à quoi ça va nous servir pour le titre de cette présentation, le transfert de style, au bout de 20 minutes. Eh bien, très simplement, on va réutiliser ce procédé de génération d'une image qui au début est aléatoire et d'utilisation des poids du réseau de convolution déjà entraîné. On va utiliser pour ça deux images, une image de contenu, une image de style. L'image de contenu va simplement représenter la scène à laquelle on veut appliquer le style, et le style va représenter du coup la patte de l'artiste. On va en plus du coup y rajouter cette image générée aléatoirement, que l'on va modifier petit à petit. Concrètement, on va les faire rentrer toutes les trois dans le VGG16, mais uniquement dans sa partie convolution. Nous, c'est uniquement l'interprétation du réseau de convolution qui nous intéresse. La partie analyse des caractéristiques, on s'en fiche. Et du coup, pourquoi les convolutions? Très simplement, on ne va pas comparer toutes les images, enfin les deux images pixel par pixel et créer une image petit à petit, parce que déjà tout simplement au niveau optimisation, ça va être un peu lourdement méchant, parce que là on n'a pas des images de 800 par 800, mais potentiellement des images en 4K, je ne sais pas ce que vous voulez. Ça risque de finir assez grand. En mémoire, ça va être monstrueux. Donc on va passer par cette étape d'interprétation selon le réseau de neurones. Et en plus de ça, c'est un détail, mais comment vous allez décider de comment dessiner pour reproduire la patte de l'artiste de manière programmatique, sommaire, ça va être un petit peu délicat. Donc on laisse toute cette interprétation au réseau de neurones. En plus de ça, du coup, après avoir extrait les cartes de convolution, après les avoir passées du coup les images dans le réseau de neurones, on va établir une sorte de distance, une fonction d'erreur entre les convolutions de notre image générée et les convolutions de notre image de contenu et les convolutions de l'image de style. On va obtenir comme ça deux distances qui vont nous permettre par la suite de continuer dans notre fonction d'erreur, du moins nous allons le voir. Pour résumer notre procédé, nous allons faire passer donc ces trois images dans le réseau de convolution, établir deux distances, les unifier dans une fonction d'erreur principale que nous allons utiliser pour mettre à jour progressivement notre image de départ qui est aléatoire, ce qui va à son tour modifier les convolutions, etc. etc. On calcule l'erreur et on refait tout le processing. Un entraînement classique, sauf que là, cette fois-ci, les poids du réseau, ce ne sont plus, enfin du moins, ce ne sont plus les convolutions, c'est l'image de départ. Voilà le premier résultat. Bon, c'est un peu moche, hein, c'est la première itération, c'est normal. On passe à l'itération numéro 10. On peut voir qu'il y a un petit peu le contenu qui commence à se dessiner tout autant que le style. Vous voyez que tout en haut à droite, là, il y a la lune qui se dessine, ainsi que son reflet ici. Je passe à l'itération 50, c'est déjà un petit peu plus joli. Le contenu commence à être dessiné, mais reste encore très flou, et le style est surtout très important. On continue, progressivement, et le contenu commence à avoir de plus en plus de poids, et le style, lui, commence à s'effacer de plus en plus, du moins être de moins en moins présent. Les traits de la montagne, par exemple, de la lune, sont vraiment de plus en plus précis. Avant de commencer à vous expliquer comment on va faire varier des paramètres pour changer le résultat, je vais rapidement passer sur comment on a établi les distances pour établir, pour avoir la fonction d'erreur. Pour le contenu, c'est très simple. Je prends mes cartes de convolution, qui, je le rappelle, sont des images. Une image est donc une matrice. Du coup, je fais simplement l'une moins l'autre au carré. Je fais donc une erreur quadratique. L'erreur quadratique est intéressante puisque, en plus d'avoir le rôle de valeur absolue, elle va avoir tendance à maximiser les valeurs qui sont déjà assez hautes. Et donc, du coup, avoir une erreur plus importante sur des endroits intéressants. Pour le style, j'ai procédé un petit peu différemment, parce que je ne peux pas extraire les convolutions directes. Les convolutions directes, ce serait l'interprétation de l'image telle qu'elle. Le problème, c'est que je suis déjà en train de faire une interprétation de l'image telle qu'elle avec l'image de contenu. Du coup, pour le style, ça ne va pas être possible, ça va faire juste n'importe quoi.
on va utiliser donc ce qu'on appelle une matrice de Gram. Une matrice de Gram, c'est une sorte de transformation de notre matrice initiale. Mathématiquement parlant, c'est juste la matrice fois sa transposée. Ce qui va permettre d'étaler toutes les données. En gros, mes caractéristiques seront présentes dans ma carte de convolution, mais étalées sur la totalité de la matrice. Comme ça, je m'abstrais de toute notion de localité. Il n'y a plus de problème de spatialisation. Mes caractéristiques sont présentes dans l'image, mais sont totalement diffuses. Et de la même manière, du coup, je vais prendre ces deux images et faire une erreur, enfin ces deux résultats, ces deux matrices de Gram et faire une erreur quadratique. Je retourne sur mon résultat initial, enfin sur mon précédent résultat. Alors, pour voir un petit peu ce qui va faire varier. Premier paramètre, ça va être tout simplement la balance entre le style et le contenu. Puisque ma fonction d'erreur, c'est juste la distance du style et la distance du contenu. Je mets donc deux coefficients et je dis plus ou moins si je veux plus de style ou si je veux plus de contenu. Le résultat est là, c'est que si j'ai plus de contenu, donc là théoriquement 6 fois plus, avec 60 dans le contenu en coefficient et 10 dans le style, vous pouvez voir clairement que les traits de la montagne, de la lune, du petit caillou en bas aussi, sont quand même relativement très précis comparés aux traits du style qui eux sont quasiment absents. En fait, le style a essayé de se mettre là où il y avait le moins de convolution du contenu. Parce que c'est là où du coup il y avait le moins d'informations. Donc un petit peu sur les zones au niveau du ciel. Et pareil au niveau de l'eau. Là où c'est le plus uni. A l'inverse, si je mets plus de style, là clairement tous les traits qui étaient au début très précis, ici maintenant sont très diffus. Et l'image colle plus au style. Ici, un autre paramètre qui est très important, ça va être le choix des cartes de convolution. Parce que je vous ai dit qu'on faisait passer les images dans le réseau de neurones, on va sélectionner les cartes de convolution. Je ne sais pas si vous vous souvenez, Laurent vous a montré que le réseau de neurones, ce sont des convolutions successives. Eh bien, je peux très bien dire, je veux les cartes de convolution de la convolution, par exemple, numéro x, la convolution numéro x fois 2, je sais pas, 40, on s'en fout. C'est toutes les convolutions qu'on pourrait choisir. En prenant en compte que les convolutions vont être progressivement basiques, enfin, au début basiques et à la fin complexes. Un petit détail aussi, c'est que dans les images qui vont suivre, nous ne nous sommes concentrés que sur le contenu. Il n'y a plus du tout de style. Tout ce que je fais, c'est vous montrer dans cette présentation vraiment quelle est la vision du réseau de neurones. Si je prends des cartes de convolution bas niveau, on a l'image en fait qui est quasi exactement reproduite. Bon, les couleurs sont un petit peu pétées, mais ça c'est parce que c'est l'interprétation du réseau de neurones. Il n'y a pas grand chose à en dire en fait, c'est l'image quoi. Alors que si nous prenons des cartes de convolution un petit peu plus loin, ça devient un petit peu plus délicat d'analyser. Dans le sens où il n'y a plus de notion de ciel, il n'y a plus de notion d'arbre qui était au milieu, il n'y a plus trop de notion de lune. Alors la lune est présente, la montagne aussi, mais elle est plus présente à titre indicatif. On commence à rentrer dans l'interprétation de l'image par le réseau de neurones. Pour un petit focus sur la lune, alors c'est un petit peu pixelisé, je ne sais pas si vous réussirez à voir, mais sur la caractéristique primaire, la lune, vous pouvez clairement voir ses cratères, enfin clairement. Vous pouvez voir les pixels des cratères en tout cas. Alors que si on va dans l'abstrait, les cratères sont très absents et en fin de compte ne reste plus que des ronds. Donc le réseau de convolution l'a compris comme il y a quelque chose à cet endroit qui s'apparente à ce que je pourrais analyser comme étant un rond. Je sais que ce rond est présent à cet endroit. Et c'est tout. Il a abstrait les caractéristiques, il a abstrait les données. On n'est plus dans l'interprétation pixel à pixel, mais dans une interprétation beaucoup plus haut niveau. Bon, maintenant pour le style. Alors pour le style, je vais prendre plus de cartes de convolution pour ajouter de la complexité et pour faire en sorte que le résultat soit plus riche. Vous voyez que là, les cartes de convolution bas niveau nous font ressortir essentiellement les couleurs, les traits basiques du dessin. Si je monte un petit peu beaucoup plus, là c'est plutôt cassé, quoi. Là ça va être compliqué à interpréter. D'ailleurs on pourrait limite dire que c'est
c'est sa propre interprétation de l'image. Là, c'est le réseau de neurones qui fait vraiment sa propre interprétation. On voit quand même qu'il y a une sorte de manière de dessiner qui est présente, qu'on pourrait analyser comme étant la vision du réseau de neurones du dessin de Van Gogh, mais ça ne va pas plus loin que ça. Du moins, ça va être compliqué pour nous de le comprendre réellement. Si j'unifie les deux, j'obtiens finalement le style de Van Gogh. De loin, hein, je ne vais pas prétendre reproduire exactement Van Gogh. Mais on voit quand même qu'on a ces couleurs, ces caractéristiques primaires qui sont alliées au style du dessin. Et d'ailleurs, si vous vous souvenez, en parlant de matrice de Gram, on parlait d'étalage, du fait de rendre diffus toutes les caractéristiques contenues dans l'image de style. C'est un peu ce qui se passe ici. Vous voyez, vous vous souvenez, à l'origine, l'arbre, il y a un grand arbre noir. Ben là, il est étalé partout, tout autant que le soleil, ou du moins la lune, tout autant que toutes les couleurs bleues, le fond, etc. Bon, maintenant, on va s'amuser un peu. Voilà. Je prends un contenu bas niveau et la totalité du style. Le contenu est parfaitement réécrit. Le style, lui, est un petit peu effacé. Mais sans plus, il est présent. A noter que pour les images qui vont suivre, j'ai mis le coefficient, vous vous souvenez les premiers paramètres, du style et du contenu à la même valeur. Comme ça, je suis sûr que chacun s'implique de la même manière. Si je prends une carte de convolution de contenu plus haut niveau, ben, on retombe sur ce qu'on disait, à savoir une image qui a la lune qui est présente, mais il n'y a que ça, quoi. Enfin, la lune, c'est parce que c'est une caractéristique qui est très certainement forte selon le réseau de neurones, mais la montagne, bon, je ne sais pas si vous arrivez à la voir, mais moi, pas trop en tout cas. Hein. Alors il y a toujours le petit caillou là aussi, le reflet de la lune, mais bon. Pareil, si nous continuons, nous avons pris plutôt là une convolution classique pour le contenu et le style basique. Là c'est pareil, c'est moche. Enfin, je sais pas, quelqu'un le trouve joli Non, bon. Et puis pour jouer encore plus, si je prends à la fois le contenu, à la fois le style très haut niveau, ça devient un peu plus compliqué de l'analyser. Là, c'est l'image encore plus sous LSD. Là, c'est le lapin qui va vraiment bien contaminer. La lune est présente, toujours pareil. La montagne est présente, mais sous forme d'analyse selon le réseau de neurones. Exactement, qui nous dépasse. Et j'ai pu comme ça obtenir des résultats assez amusants, assez variés, des trucs cassés, des trucs qui marchaient plutôt jolis. Enfin, joli, ça se dit pas du tout, mais bon. Bref. Un dernier paramètre, ça va être l'image de départ qu'on va utiliser. Parce que je vous ai montré avec une image aléatoire, mais qu'est-ce qui se passe si on prend l'image de contenu en image de départ? Donc nous avons cette fois-ci, en effet, plutôt choisi l'image de contenu. Simplement parce que si on prend l'image de contenu en départ, logiquement la distance de contenu sera quasi nulle. Du moins, il n'y aura plus besoin de se concentrer sur le transfert du contenu dans l'image aléatoire, puisque le contenu sera déjà là. Il y aura juste à se concentrer sur le contenu, sur le transfert du style. Et donc, en minimisant en gros le transfert du contenu et maximisant le transfert du style en utilisant une image de départ de contenu, voilà ce que nous obtenons progressivement. Je trouve que c'est un des meilleurs résultats. Parce que la montagne est présente, la lune est présente, mais c'est vraiment redessiné selon Van Gogh. En fait, c'est comme si on avait calqué petit à petit l'impression de Van Gogh sur le résultat. On va passer, Alors, nous avons réalisé un petit logiciel. S'il vous plaît, ne nous jugez pas pour la UI. Ce teasing. J'ai dit ne nous jugez pas. Attention. Alors, nous allons vous faire quelques petites démonstrations en temps réel. J'espère que ma carte graphique va tenir. On va partir d'une image random. On va essayer de transférer ce style sur la Joconde. Ici, vous pouvez voir que je peux sélectionner mon niveau de convolution. Merci, mes niveaux de convolution pour le contenu et mes niveaux de convolution pour le style. Donc, en générant le modèle,
Là, c'est le temps mort qui est gênant. Voilà. C'est parti. Alors vous voyez que ici, on a la fonction d'erreur qui se minimise petit à petit. Bon, elle reste quand même assez grande, hein. Vous voyez que petit à petit, la Joconde se dessine. Le style se transfère progressivement. On va continuer. Marrant, hein. J'ai passé du temps à regarder plusieurs images, hein. Parce que pour les générer, il a fallu les sélectionner, hein. Voilà. Bon, vous remarquez quand même que bah, ça prend du temps, quoi. Là, en partant d'une image random, ça risque de se salir un peu. On risque de perdre un petit peu des caractéristiques de la Joconde. Et puis, bon, c'est un peu sale au début. Bon. Et si on faisait ce dont je vous ai parlé? On prend le contenu. Il est un petit peu écrasé. On met le poids du style enfin, le poids du contenu très faible. J'en ai mis combien? J'ai mis 11 là. Et on booste le poids du style. Genre vraiment. Et pour s'assurer quand même d'avoir un minimum de contenu, ou du moins pour éviter que l'algorithme ne pète totalement le contenu, on va lui garder quand même une convolution, mais très haut niveau. On génère le modèle. C'est un deuxième instant gênant. C'est généré. Et c'est parti. Je trouve que c'est un résultat qui commence à être quand même plus appréciable. Alors, la Joconde a tendance à sourire de manière un peu forcée. Je crois que c'est pour me dire courage. T'es pas au bout de tes peines. Mais on voit quand même que, on a vraiment plus le contenu qui est reproduit. Allez, on essaye avec une autre image de style. On va prendre celle-ci, tiens. Quelle heure il est? Hop. Et c'est parti. Alors, qu'en dites-vous? Voilà. Bon, c'est bien gentil tout ça, mais Tu reviens sur les slides peut-être? ouais. J'attends qu'il termine là, juste pour qu'on puisse voir. Hop. Bon. Et maintenant, est-ce qu'il y a quelqu'un qui veut se retirer le portrait? Quelqu'un ici qui veut se faire Van Goghiser? Non? Ouais, Allez, génial. applaudissez-le. Tiens, peut-être assis là sur le mur, on va te prendre, voilà, profil, regarde-moi un peu. Sublime. Excellent, magnifique. Merci. Super. Bon, le temps de transférer la photo. Accessoirement, si vous avez des questions, n'hésitez pas. Accessoirement, hein. Vous n'êtes pas obligé d'en penser. Ah oui, merci. Hop. Logiquement, c'est la dernière modifiée. Celle-ci, là. 10h52, ouais, c'est peut-être celle-ci. Hop. Oui? Oui? Parce que dans l'exemple là, c'est l'image de départ qui est la Joconde en fait. Au lieu de partir d'une image aléatoire, donc le calcul d'écart entre l'image qu'on génère et l'image source, il est presque inutile. Alors, alors honnêtement, là,
Alors, en fait, c'est pas que ça garde plus la forme, c'est pour permettre au contenu d'être présent, en fait, plutôt que de transférer directement uniquement le style sur l'image en prenant les dernières couches de convolution. J'ai tendance à vouloir conserver un petit peu l'interprétation du contenu selon le réseau de neurones, mais de manière extrêmement légère. Dans l'absolu, que je mette celui-ci ou le premier, vu le coefficient, l'impact ne devrait pas être monstrueux, enfin l'impact n'est pas monstrueux, pardon, mais par précaution, je préfère prendre une interprétation au niveau, comme ça je laisse vraiment le style se transférer pleinement tout en gardant l'interprétation relativement plutôt haut niveau de l'image de contenu. Est-ce que la réponse haute? Ben, en fait, on garde le détail de la présence des éléments. Voilà, voilà, absolument. Ça se bloque pas trop sur les traits, mais sur le fait que, par exemple, il y a une tête, etc. Ça devrait créer le modèle là. On va juste, pardon, hop, on va juste, prendre Van Gogh. Alors, je vous préviens, On va voir. c'est pas toujours réussi. Hein. C'est pas toujours réussi. Notre patte d'artiste est encore assez expérimentale. Oui? Oui. Oui. Et c'était tout moche. Hein, C'est dégueu. on l'a fait hier en fait et ça, ça rend rien, ça quoi. ça marche pas très bien en fait. C'est-à-dire qu'il y a non, on avait une photo on avait cette peinture, on a une photo de quelqu'un avec une clim et la clim était sur la tête avec un bout de chemise, tout ça. Bah, c'est cassé, quoi. Mais ça aurait été marrant. Hein. Bon. Franchement, alors le fond est très bien représenté. Hein. Après le personnage, je sais pas. Si la chemise, oui, la chemise au ciel prend un peu. On continue un petit peu. Ouais. On l'est tenté avec autre chose que Van Gogh pour voir. Je pense qu'il nous reste, Combien 3 minutes. 3 minutes. Ah, j'ai le PC là qui est là. Alors, petit détail. Nous ne mettons pas des images de plus grande taille parce que tout simplement ma carte graphique va lâcher. Je crois que c'est une GTX 1060 qui a du coup 6 Go de RAM, de VRAM. On s'en rend pas compte, mais lorsqu'on modifie, donc vous vous souvenez 800 par 800, 640 000. Donc ça veut dire qu'il y a quand même 640 000 gradients à calculer à chaque fois. Ça fait beaucoup de choses à stocker. Ah oui, pardon. On va plutôt terminer sur. Il nous reste encore quelques petites choses à. Enfin, il nous reste des choses à vous dire. Le Deep Dream. Alors, vous en avez peut-être entendu parler. C'est un procédé qui a été mis en place par Google en 2015, je ne sais plus exactement la date, 2015 ou 2016 je crois, qui utilise un procédé relativement similaire de modification de l'image source à partir de l'interprétation des convolutions du réseau de neurones. Ici, le réseau de neurones s'appelle le Microsoft ResNet, qui a été mis en place en 2016 ou 2016, et qui répond pareil aux mêmes conditions que le VGG, classer 1000 images différentes, enfin 1000 classes pardon, parmi beaucoup d'images différentes. Là, l'objectif c'est de pousser le réseau à voir tout ce qu'il peut voir et modifier l'image source de telle sorte, enfin itérativement, de telle sorte à ce que l'image s'imprègne de ce que le réseau veut voir. On arrive finalement avec des interprétations de ce style où il commence à voir un âne, on pousse l'image dessine un âne petit à petit, pareil pour une sorte de véhicule, on dirait un tuk-tuk, je sais pas quoi, des bâtiments, des yeux partout dans le ciel, bref, c'est complètement pété. Là, c'est assez original et du coup on a fait la même chose avec le VGG, Happy Tomorrow, sur notre pauvre lapin. Voilà, ce sera un petit lapin de Noël sous LSD. Merci de votre écoute. Ouais. Excellent. Si vous avez des questions, n'hésitez pas. Pas de questions. Oui. Questions.
Merci. C'était très intéressant. Et juste une remarque comme ça par rapport au look des images. Il y a juste un truc qui est dommage sur le Van Gogh au début, c'est que le style qu'on a choisi était très très jaune, du coup le ciel devient jaune. Est-ce qu'il n'y aurait pas un travail à faire pour essayer d'harmoniser les couleurs choisies sur le style par rapport aux couleurs de l'image? Si, alors oui, je les spoilerai. Ouais. Alors si, du coup, il y a beaucoup de travaux qui ont été faits. Là, nous, ce que nous vous avons présenté, c'est une interprétation, ou du moins une implémentation du papier qui date de 2016. C'est un papier de recherche, et il y a eu beaucoup d'autres papiers, je crois entre 5 et 10 autres papiers, qui, petit à petit, résolvent ce genre de problème. En implémentant d'autres manières de transférer, d'autres manières d'interpréter, notamment au niveau de tout ce qui est performance, et du coup transfert des couleurs, faire en sorte d'avoir un transfert qui soit plus lisse et plus propre. Donc oui, il y a des choses qui ont été faites depuis pour corriger. Alors je ne vais pas vous en parler exactement là, mais je vous invite à aller voir les papiers de recherche, Ulyanov s'appelle, et puis voilà. Alors, à part faire des super jolies photos de profil, qu'est-ce qu'on peut imaginer comme domaine d'application en fait, de ce genre de technique? C'est cool, hein? Non. L'idée en fait, derrière ça, c'est vraiment d'essayer de... Parce que la zone neurone, c'est une complexité telle, au sens mathématique, il y a tellement de combinatoires dedans qu'on ne sait pas ce qui s'y passe dedans. Et on avait vraiment envie, nous, de voir comment le réseau de neurones allait percevoir les choses. Et donc là, c'était l'exemple rêvé pour aller voir, créer notre propre lapin, etc. Et ça faisait un excellent sujet pour BDICO surtout. À vrai dire... Sur la compréhension, ouais, super. Oui, voilà, en fait, il y a un intérêt vraiment réel pour la compréhension, puisqu'on peut voir vraiment comment ça se passe le transfert. Vu qu'on peut faire varier plein de paramètres, on peut voir exactement tout ce qui se passe dans le réseau. Et ça, effectivement, pour la compréhension profonde du réseau de neurones, c'est super intéressant. En plus du fait qu'il y en a déjà qui s'en sont emparés depuis 2016, pardon, juste après la sortie du papier. Il y a un site qui s'appelle deepart.io, autant que Prisma, je crois, je sais plus, qui se sont emparés de ça et qui vous vendent des transferts de style à des prix exorbitants, mais bon. Voilà, il y en a qui s'en sont fait un business. Une dernière question. Quel est votre stack technologique pour implémenter tout ça? Et est-ce que le VGG16, par exemple, il a une API pour tel ou tel langage de programmation pour être manipulé Oui, en fait tout ça on l'a fait à partir de TensorFlow et de Keras. Et Keras là-dessus est super intéressant puisque vous pouvez charger directement un réseau de neurones et faire vos opérations dessus. Moi concrètement, ce que nous avons fait, ça a été plus, je charge le réseau de neurones, je sors juste les convolutions et mettre des bouts de fonctions petit à petit. Keras est super sympa pour ça, c'est quand vous pouvez brancher plein de fonctions, vous-même modifier le réseau. En fait le réseau, on va pas en parler là, ça va faire beaucoup trop de choses, mais TensorFlow et Keras voient le réseau comme une sorte de gros graphe d'opérations. Et du coup, vous pouvez brancher, modifier tous les points importants des opérations partout comme vous voulez. Et donc voilà, nous, c'est à partir de ça que nous l'avons fait. Oui ? Une dernière question dans ce cas-là. Merci. Du coup, moi, c'était sur les différentes phases pour les matrices de convolution. Est-ce qu'à chaque phase, vous gardez les mêmes matrices ou c'est des matrices différentes? C'est-à-dire que vous réappliquez les mêmes matrices aux différents résultats ou vous changez les matrices à chaque phase? Voilà. C'est pour dire la quantité de paramètres. Parce que du coup, si on fait chaque kernel, en général, on finit pas pour un réseau de convolution classique, on finit avec le million de paramètres à mettre à jour. Merci encore et bonne journée.